évaluer votre intelligence par Minitel. 3617, code X-Test. On ne résiste pas au génie du blues. Une collection éblouissante. Tous les plus grands du blues et du rhythm and blues. De Memphis Slim à Tina Turner, de Fats Domino à Ray Charles, retrouvez-les chaque semaine dans une collection de référence. Cette semaine, chez votre marchand de journaux, le numéro 1, John Lee Hooker, 39 francs seulement. Bonne année! Vous bénéficiez des promotions? Avant de vous déplacer, tapez 3614 TVHA, le plus malin. Vendredi soir, Patrick Sabatier réalise les vœux les plus chers des téléspectateurs. Découvrez Nelly qui rêvait de nager avec des dauphins. Lucienne qui offre à sa maman centenaire une voix d'opéra à domicile. Et l'un ou l'une d'entre vous qui gagnera un fabuleux tour du monde. Et pour la nouvelle année, les chansons fétiches de Nicoletta, Michel Thor, Pierre Bachelet, Nicole Croisille, Frédéric François, Hugo Frey et Rick Azaraï. Avec la participation de Téléstar. 92 à la une, vendredi 20h50 sur TF1. Bagdad Café, un grand moment de cinéma, dimanche 20h45 sur TF1. Bonsoir, nous reprenons donc ce débat de nuit après l'interruption des fêtes de fin d'année. Nous le reprenons avec un flot d'informations. Les vœux traditionnels de François Mitterrand aux Français le 31 décembre, la victoire du Front islamique du salut en Algérie et enfin la libération des prix en URSS et les difficultés des débuts de Boris Helsinki. Alors les vœux de François Mitterrand aux Français, des vœux somme toute assez banals, avec langoureux, enfin l'appel, enfin l'allusion à la longueur, à la maladie de longueur dont souffre la France. On a eu un mot. Avant cette morosité, on a eu le mot de longueur qui est plus précis, hein, qui veut dire langueur, c'est la déchéance des forces physiques et morales. C'est de ça que meurt la princesse de Clèves, elle meurt d'une maladie de longueur. Oui. Maladie de longueur. Monotone. Mais bon, il y a eu... moi j'ai été frappé quand même par une espèce de solennité, de raideur un petit peu. C'est toujours solennel ces vœux-là, ce sont des vœux traditionnels, on ne peut pas dire que c'est... On n'a pas appris grand-chose, simplement c'est qu'en effet on va avoir une année 92, alors qu'il va être une année de tous les dangers pour François Mitterrand, puisqu'on aura à la fois, celles-là sont programmées, 2 élections locales au printemps, les régionales et les cantonales, et puis alors après, si on a bien compris, on aura dans la foulée probablement 2 référendums, un sur l'Europe et l'autre sur les institutions. Alors ça fait beaucoup de dangers. C'est pas raisonnable ça d'envisager 2 référendums dans l'année, alors que justement on sait bien le danger des référendums. Je crois que tout est dangereux. À partir du moment où il y a consultation de l'opinion publique et qu'on voit bien que cette opinion publique n'est quand même pas actuellement très enthousiaste pour la majorité au pouvoir, pour le gouvernement et pour le président de la République, à partir de ce moment-là, tout est dangereux. Alors on avait déjà 2 dangers, mais cela était inévitable avec les élections locales. On ajoute 2 dangers qui n'étaient pas forcément inévitables. À votre avis, on ajoute bien, vous prévoyez 2 référendums ou pas? Vous ne prévoyez pas plus tôt? Dans la situation à la fois de la majorité actuelle, qui est manifestement minoritaire, et la situation du président de la République, toute consultation est très dangereuse. A fortiori, si c'est une consultation de nature référendaire, c'est-à-dire qui donne l'occasion aux gens de manifester une mauvaise humeur et sans doute une volonté de rejet. Donc même si la question posée est une bonne question, en l'occurrence le précédent de Gaulle en 69 est là pour montrer que la question n'est pas forcément stupide, qui est posée. La réforme n'était pas la plus négative vraisemblablement envisagée par De Gaulle. Et on lui a dit non, tout simplement parce que le sujet n'était pas finalement
la réforme qui proposait des collectivités locales, mais finalement... Mais on répond sur l'homme, on ne répond pas sur la question. Ça, c'est le propre de tous les référendums. Je veux dire, on est Ça peut être quand même l'occasion d'un beau départ. Et puisque Serge faisait allusion au référendum de 1969, on a beaucoup considéré par la suite que De Gaulle l'avait fait consciemment en se disant, de toute façon, si je perds, quel beau départ. Là, le quinquennat, donc si quinquennat ou si septennat unique, si c'est proposé aux Français, on peut penser qu'effectivement, François Mitterrand on choisira le moment et son moment. Oui, malgré les propositions qui ont été faites par François Mitterrand à 2 occasions d'organiser un référendum, enfin qui ne se sont pas concrétisées, on peut supposer, depuis le précédent de 69, que le référendum, Mitterrand aura attendu au moins 10 ans avant de l'organiser, ressemble beaucoup à une sortie de secours. Bien, donc c'est quand même une année qui s'annonce, l'année qui s'annonce. Une année très très chaude électoralement. Pas simplement en France, mais aussi en France. Qu'est-ce que vous pensez de la dernière phrase du message présidentiel? C'est à peu de choses près, je vous souhaite d'aimer et d'être aimé. Est-ce que c'est un vœu pour lui avant tout? Sûrement, oui, c'est un côté un peu freudien. C'est même assez original pour un président de terminer en disant je vous souhaite d'être aimé. Bah oui, je crois que finalement, bon, quand on est président de la République, on a envie d'être un peu populaire et que finalement, il souffre vraisemblablement d'avoir eu cette fin d'année des sondages qui sont vraiment des instruments de torture, comme on l'a écrit dans le Monde hier, des instruments de torture, bah, il souffre sûrement de ça. Bien, le Front islamique du salut triomphe au premier tour en Algérie. Est-ce que vous pensez que c'est une donnée qui peut se répercuter, avoir des répercussions très précises en France? Est-ce que, d'abord, pourquoi est-ce que le Front islamique du salut a gagné? Comment est-ce qu'on peut interpréter cette victoire? Et ensuite, quelles conséquences en France sur les mouvements d'extrême droite et sur le parti de Jean-Marie Le Pen? Alors, oui, je crois que c'est un événement quand même là très important. Je crois qu'il y a plusieurs choses à dire. D'abord, je pense que ça n'est pas sans rapport quand même avec la guerre du Golfe. Vous vous souvenez que les seules manifestations de soutien qui avaient été organisées dans le monde arabe venaient de l'Algérie à l'occasion du Golfe, enfin de soutien finalement à Saddam Hussein. Il y a eu des volontaires même qui sont... Absolument. C'était plutôt le Maghreb, mais principalement l'Algérie. Puisque, et en Tunisie et au Maroc, ça avait été, vous vous rappelez, très contenu. En l'occurrence, le seul endroit où ça n'avait pas pu l'être, c'était l'Algérie. Et semble-t-il, il faut voir dans ce vote, où il y a énormément de choses, il y a évidemment l'échec de 30 ans d'une dictature militaire, mais il faut y voir de toute évidence, à mon avis, quelque chose qui s'apparente beaucoup au rejet de l'Occident. Vous savez, l'Algérie est un pays, nous le connaissons tous, mais c'est un pays qui est à la fois très proche de l'Occident et en même temps, je veux dire, qui en souffre aussi beaucoup. Donc il y a une forme de rejet qui s'est de toute évidence manifestée à cette occasion, qui a été amplifiée sans doute de toute évidence par la guerre du Golfe, mais qui s'est exprimée contre ce qu'on pourrait appeler les valeurs même de l'Occident. À la fois, il y a une sorte de fascination et en même temps de rejet. Ça définit très bien l'Algérie. Je crois qu'il y a une couche, le FLN a représenté, mais je crois qu'une partie des mouvements démocratiques représentait assez bien ça, une partie de la population qui est quand même très loin de la majorité de la population, qui est c'est des laissés pour compte. Et, Philippe, sur l'importance de la guerre du Golfe pour le sentiment anti-occidental, vous êtes d'accord? Je suis assez d'accord. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait un sentiment anti-occidental tellement fort en Algérie. L'Algérie est restée quand même très attachée à la France et très... Ce qui me paraît... la comparaison que vous avez faite avec le Front National me paraît tout à fait évidente. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé? L'Algérie a voté Le Pen. Elle a voté Le Pen deux fois d'ailleurs. Elle a voté Le Pen 2 fois. Elle a voté Le Pen en Algérie, elle a voté pour Le Pen en France. Ouais, ça c'est pas sûr. Ça, il faut se méfier de c'est joli comme formule, mais je suis pas sûr que ce soit tout à fait exact. Écoutez, un pays qui a 50% d'analphabètes et 20% de chômeurs, moi je trouve que c'est bon, il y a des phénomènes qui sont absolument incontrôlables et impossibles à maîtriser, et qui est une espèce de lame de fond là, qui est probablement l'équivalent, non pas en ordre de grandeur, mais sur le plan
si vous voulez, de la nature sociologique de ce vote, l'équivalent de ce qui se passe en France avec le vote Front National. C'est à peu près la même chose, avec cette espèce de retour, le vote de refus, cette espèce de retour utopique à des valeurs... Oui, et puis il y a un vote moral aussi. Hein. C'est ça, des valeurs de sanction morale. De religion... Enfin, vis-à-vis de la corruption qui est quand même très fort en Algérie, qui n'est pas propre à l'Algérie, mais qui est très fort en Algérie. Cela dit, finalement, nous, Français, nous avons quand même une part de responsabilité dans cette histoire-là. Une petite part, mais une part qui n'est pas complètement négligeable. Au fond, on a été très peu coopératif avec l'Algérie du président Chadli, beaucoup moins coopératif avec l'Algérie du président Chadli qu'avec le Maroc du roi Hassan II. Et finalement, il faut quand même rappeler que dans cette Algérie qui, en effet, sur le plan économique et social, a été un échec constant et un fiasco total, et sur le plan culturel, sur le plan de l'éducation et tout ça, mais c'est quand même un pays où il n'y avait pratiquement pas de prisonniers politiques. Les prisons étaient vides. C'est un pays qui s'est essayé maladroitement à la démocratie, après des années de... Une classe dirigeante quand même très dévaluée, très dévaluée. Oui, mais alors est-ce que vous trouvez que c'est mieux ou moins bien que de mettre des gens en prison comme on voit que ça se passe au Maroc pendant 15 ou 20 ans et des exécutions sommaires? Bon, il y a de la corruption, mais la corruption, malgré tout, comme nous savons, ça n'est ni un signe de démocratie, ni un signe de dictature. C'est quelque chose qui peut être greffé sur tous les régimes politiques imaginables. Bon, il y a eu de la corruption, comme il y a probablement dans tous ces pays qui vivent beaucoup de l'aide, de la coopération économique, et qui n'ont pas des structures non plus dirigeantes extrêmement solides et extrêmement anciennes. Là aussi, peut-être que nous avons une responsabilité. Mais enfin, moi je trouve finalement presque normal, j'allais dire, qu'il y ait eu ce massif rejet d'une classe dirigeante dans un pays, encore une fois, qui compte un analphabète sur 2 et un chômeur sur 4 ou 5. C'est en quelles conséquences on peut dire que ça a? D'abord, est-ce que ce Front islamique du salut veut instituer une république islamique, vraiment? Est-ce qu'on peut comparer cette république islamique à celle de l'Iran? Et enfin, est-ce que c'est d'autant plus gênant que l'Algérie est proche et que nous avons évidemment en France beaucoup de ressortissants algériens? Je pense que les conséquences sont tout à fait importantes. En ce qui concerne le fils, il ne se cache pas de vouloir instaurer une république islamique. Il y a des tendances, non, dans le fils? Il y a plusieurs tendances, mais comme vous savez, ce qui fonctionne un peu comme le comité central du fils, fonctionne avec une règle qui est celle du consensus. C'est-à-dire, il faut que tout le monde soit absolument d'accord pour qu'une décision soit prise. La décision, par exemple, on le sait, sur le fait d'accepter le processus électoral, d'accepter de présenter des candidats, de participer à l'élection, a été prise de cette manière-là, et ceux qui étaient hostiles sont fait porter malades. Donc, les autres sont en prison. Le lendemain, rigolo pour l'exercice du pouvoir. Mais attendez, je veux dire, dans la plupart des déclarations qui sont faites, il n'y a à peu près aucune ambiguïté sur le fait que les élections ont été un moyen de prendre le pouvoir, et il n'y a pas de déclarations qui sont de grandes déclarations d'amour pour les valeurs démocratiques. Je veux dire, il n'y a pas de ralliement au système démocratique. Il y a utilisation des élections pour prendre le pouvoir et créer une république islamique. C'est le processus qui est engagé, c'est quand même celui-là qui est en cours. Il faut bien voir que ça a été... C'est une erreur manifestement assez grave que le FLN a faite, qui a considéré que le fils allait fonctionner comme repoussoir, que le seul moyen pour le FLN de sauver la situation, c'était d'agiter le fils, et que le fils allait effrayer les Algériens, et que finalement les Algériens voteraient pour le FLN, et que le FLN existerait au bout du compte. C'est ce calcul qui a échoué. Alors c'est plutôt Haït Ahmed qui a bénéficié de ce courant-là. Ce calcul a échoué aujourd'hui. Qui a probablement échoué. Il y a quand même encore une petite marge d'incertitude. La marge que vous appelez la marge, ça a l'épaisseur d'un papier à cigarette. Non, quand même. La preuve, il y a des manifestations. Il y a eu une manifestation aujourd'hui en Algérie. Dès le lendemain du scrutin, d'après ce qu'on a vu, il y a eu un choc dans l'opinion et que les gens se sont dit, mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Oui, parce que toute une partie de l'opinion algérienne, ce qui va dans votre sens,
c'est que toute une partie de l'opinion algérienne a pensé que c'était une opération une élection fabriquée comme l'étaient les élections fabriquées par le FLN, donc, et que finalement le FLN s'en sortirait très bien, etc. Donc tout le monde a été surpris de voir que l'élection s'était déroulée finalement dans des conditions relativement correctes et que c'était une véritable consultation démocratique. La consultation est démocratique, on le sait très bien, c'est un exemple qui est souvent cité, Hitler est venu en gagnant les élections. Donc c'est le fait d'avoir un processus électoral ne garantit pas absolument sur la vertu des candidats. Mais je veux dire, ce processus est effectivement démocratique. Il y a quand même deux points qu'il faut ajouter, parce que bon, si exercice du pouvoir par le fils il y a, on sait, parce que le fils a exercé le pouvoir déjà dans un certain nombre de communes, dans la municipalité, on sait que ça marchera très mal et qu'au bout d'un an, surtout, alors si en effet les choses se décident à l'unanimité, ça sera très difficile. Ça c'est le premier point. Puis le second point qui est très important, c'est que la Kabylie a massivement refusé le fils, et la Kabylie c'est quand même, d'abord c'est un tiers du pays, c'est un tiers de la population, et c'est le tiers le plus actif, le plus travailleur et le plus, si j'ose dire, éduqué. Donc c'est très difficile de se dire qu'on va gouverner l'Algérie en rejetant dans une opposition qui risque d'être moi je vois le tiers de l'Algérie. Trois grandes conséquences quand même, puis par rapport à la question que vous nous posiez tout à l'heure. C'est la première conséquence, c'est la Kabylie, très vraisemblablement. Kabylie, il y a un ferment quand même de guerre civile qui est très fort. Je dirais très vraisemblablement entre ce que constitue cette région, qui est une région rebelle, de culture rebelle, tout simplement parce que l'assimilation par l'islam, la domination arabe a été toujours très difficile, y compris, ça remonte à très longtemps, pas simplement la colonisation française, mais bien avant, au temps de l'Empire ottoman. Donc il y a un vrai problème. Il y a un deuxième problème, à mon avis, qui va concerner la natalité. On va vers une démographie galopante avec une république islamique en Algérie. Il y aura à la fois un phénomène... Non, on y est déjà, mais ça va s'accélérer. Vous voulez dire que si les femmes sont contraintes de rester au foyer, elles feront des enfants? Mais non, simplement le fils a une politique nataliste. Il est comme les femmes sont faites pour ça. Donc ça va être une politique nataliste. Donc il va y avoir une démographie qui va être encore plus importante. Donc il y aura à la fois un exode de toute une partie de la société algérienne, très vraisemblablement, et qui viendra plutôt naturellement vers la France. Donc, et ce qui va être un vrai paradoxe, parce que c'est une main-d'œuvre qui va être une main-d'œuvre qualifiée qui va venir. Ce ne sera pas simplement, ce ne sera pas des OS sans qualification qui vont venir, mais en l'occurrence une main-d'œuvre qualifiée, c'est un aspect positif, mais on le sait, ça arrive dans quand même un climat assez explosif en France sur cette question. Et puis la deuxième chose, c'est que ça va être aggravé, y compris la situation économique en Algérie, et puis avec les conséquences que ça aura, y compris sur un futur exode, qui auront nourri l'exode pour très longtemps, avec une démographie galopante. Donc, on voit des germes quand même dramatiques pour les années à venir. Est-ce que la France peut tolérer 300 000 ressortissants algériens chassés par l'arrivée du fils et débarquant en France? Est-ce que c'est encore possible à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut convaincre Moi, je suis pas tout à fait convaincu par le scénario un peu catastrophiste de Serge. Parce que, bon, d'abord une chose qui est un fait, c'est que depuis le moment du vote, il n'y a pas eu du tout d'augmentation des passages de l'Algérie vers la France. Bon, quand il y a eu une espèce de choc comme ça, imaginez que ça se produise en France, vous verriez le lendemain, comme ça s'est produit au moment du Front populaire, les gens s'en vont, mettent leurs avoirs à l'étranger, etc. Là, ça n'a pas été le cas. Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde chose, je crois que finalement, bon, le gouvernement français il se trouve avec une difficulté qu'il a prévue maintenant depuis très longtemps, qui est la difficulté d'empêcher toute espèce d'immigration nouvelle. Et ça, c'est un problème qui existait avant le vote algérien et qui existe aujourd'hui et qui existe. Ce ne sont pas les mêmes qui s'en iraient. Dans un cas, c'est au contraire les professions libérales. La vraie difficulté, elle persiste et, comment dirais-je, elle est devant nous et devant le gouvernement, à savoir qu'il faut maintenant considérer qu'il n'y a plus aucune espèce d'immigration possible, surtout venant des pays extérieurs à la communauté européenne. Il y aura 93, et 93 va quand même créer une espèce de brassage dans les populations européennes. Il sera
politiquement et démographiquement et économiquement absolument impossible d'avoir une immigration supplémentaire en provenance d'Afrique. Alors bon. Mais l'avenir est quand même à une pression démographique, à une immigration quand même importante et une pression sur ce plan-là, que ce soit une pression venant du Sud ou une pression venant de l'Est. Les millions de chômeurs qu'il y aura à l'Est, je veux dire, vont évidemment venir plutôt vers l'Ouest. Donc indépendamment de l'élection du fils, cette question a été posée. Moi je crois que ça aggrave cette question. Je pense que tous les problèmes d'immigration et d'émigration sont des problèmes d'avenir, pas des problèmes du passé. C'est pas une page qui est tournée, c'est une page à venir. Et je veux dire, je crois que les élections en Algérie, je veux dire, ne font que finalement aggraver cette question et la rendre encore plus actuelle. Pourquoi? Parce que la France a évidemment à aider l'Algérie, donc ça va être très compliqué. Imaginez que ce soit une république islamique, ça va être très difficile le système d'aide d'Algérie. Et on ne peut pas dire, y compris ce qu'a fait la France, je ne parle pas de la période coloniale, mais après la période coloniale, ça a été finalement très efficace pour empêcher qu'il y ait une immigration pour faire du développement en Algérie, etc. Donc, la question va se poser, faut-il aider l'Algérie? Faut-il aider l'Algérie islamique, une république islamique en Algérie? Est-ce qu'on peut se poser une question sur le Front National? Parce qu'au fond, de la même façon qu'en Algérie, le fils n'a pas publié des communiqués de victoire excessifs, le Front National n'a pas réagi. Ou ne réagit pas d'une manière évidente à ce qui se passe en Algérie. Le Front National, il n'avait pas besoin de réagir. Ça a fait peur à tant de millions de Français que finalement, on n'a pas besoin d'exploiter ça. La peur, il y a un rapport, la France a gardé culturellement et familialement d'ailleurs, un rapport très fort avec l'idée d'Algérie, avec l'idée... C'est un pays qui est à nul autre pareil dans l'environnement français. Je veux dire, il y a quelque chose de très fort. Donc les élections ont concerné beaucoup de gens, y compris des gens qui sont ni d'origine arabe, ni d'origine kabyle, qui ont été concernés par l'élection, tout simplement parce que c'est vivace, ça reste très vivant. En plus, il y a eu tellement de Français qui ont vécu à un moment de leur existence en Algérie. C'est vraiment... tout ce qui se passe en Algérie... On a entamé la comparaison avec les ressortissants des pays de l'Est qui vont avoir tendance à venir à l'Ouest. Alors la libération des prix en URSS, les débuts de Boris Eltsine, est-ce que vous trouvez que tout ça s'inscrit sous un jour particulièrement lumineux ou est-ce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et de plus en plus d'inquiétudes qui maintenant viennent de l'Est? Il y a de l'inquiétude au Sud, il y a de l'inquiétude à l'Ouest. Oui, on est dans un monde quand même très déstabilisé et donc finalement... très inquiétant. Donc, y compris cette libération des prix, il est vraisemblable qu'Eltsine avait, je crois que la plupart des experts maintenant économiques sont à partage à le fait qu'il n'a vraisemblablement pas le choix de faire cette libération des prix de manière aussi brutale. Je veux dire, les chances que ça réussisse sont quand même, le suspense est tout à fait réel. Je veux dire, il n'y a pas de garantie du tout que ça va réussir. Et on n'est pas du tout en Pologne. C'est-à-dire que cette libération des prix a été faite en Pologne, mais dans une société où il y avait quelque chose qui s'appelait solidarité, et où des cohésions, il y avait l'Église par ailleurs, solidarité d'autre part, il y avait des éléments de cohésion qui étaient finalement beaucoup plus forts. Là, on le fait dans un pays qui est quand même très, très cassé. Et les autres républiques ne veulent pas, sont soumises, mais n'acceptent pas. Et on est en pleine décolonisation, c'est-à-dire que la décolonisation n'est pas terminée dans l'ex-Union soviétique. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de dangers à cette libération des prix, d'autant que vous le savez, au niveau du processus économique, tout se fait à l'envers. Il aurait d'abord fallu commencer par faire des économies du point de vue du budget de l'État, qui est je veux dire, la cause quand même première de l'hyperinflation. Et ensuite, il aurait fallu privatiser, et ensuite libérer les prix. On est obligé de faire tout à l'envers, compte tenu que ça n'a pas été fait, y compris par Gorbatchev, ça c'est l'aspect négatif de son bilan. Et donc, il faut commencer aujourd'hui par la libération des prix, parce qu'il y a eu une inflation de la masse monétaire absolument gigantesque. Donc, il faut crever l'abcès. Les risques sont considérables, et très vraisemblablement, avec, à court terme, à 15 jours, 3 semaines, il est possible qu'il y ait, y compris des rendez-vous sociaux tout à fait importants. Je veux dire, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait, y compris des débuts d'émeutes, peut-être même des émeutes. Ah, donc, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu des mouvements sur des magasins. Non, il y a eu des mouvements sur des magasins.
il y a eu des mouvements sur les magasins, il y a eu des queues qui se sont exacerbées. Donc, et plus, paraît-il, puisqu'il n'y a pas de témoignage, en tout cas direct de journalistes dans les petites villes de province. Donc, je veux dire, on ne sait pas, le suspense est considérable. Vous savez que le délai qui est fixé par les experts est autour de 3 semaines. Donc, de telle sorte que dans 3 semaines, il y ait toujours des produits dans les magasins et que les prix commencent à se stabiliser, qu'il n'y ait pas l'envolée. Avec un élément d'inquiétude supplémentaire, moi qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai lu à peu près tout ce qu'on a publié sur Helsinki et finalement on n'arrive pas à se faire une idée très cohérente du personnage. On ne sait pas très bien s'il a vraiment des capacités, le caractère, tout ce qui fait les hommes d'État dans une situation aussi troublée. Et puis aussi autre chose qui me paraît très nette, c'est que l'Union soviétique, la post-Union soviétique, la Russie d'après le communisme, est une Russie qui paraît très très démunie en cadre, en dirigeant, et que, bon, la nomenclatura... Tant qu'elle commence à perdre certains de ses adjoints. La nomenclatura était hyper dominante et écrasante, et puis ça a été des générations successives de nomenclatura. Maintenant, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, et qu'il y a simplement...